le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Janin. Christine est la première femme française sur le toit du monde. Elle a gravi l'Everest le 5 octobre 1990. Elle est docteure en médecine et alpiniste. Elle a créé en 1994, à chacun son Everest, une association pour aider des enfants malades du cancer à guérir mieux. En 1997, Christine a parcouru l'Arctique à ski et a atteint le pôle Nord en 62 jours. C'est la deuxième femme au monde à atteindre le pôle Nord. En 2009, seules 2 femmes l'ont réalisé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Christine. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je suis chaudement à Chamonix pour continuer notre documentaire sur le bonheur, donc qui s'intitule C'est quoi le bonheur pour vous ? Alors comme je te le disais, j'ai déjà fait plus de 1500 interviews, je crois que j'ai fait au moins 1,5 fois le tour de la planète maintenant, et me voilà ici. Alors je vais te poser la question, c'est quoi le bonheur pour toi ? Pour moi, le bonheur, c'est un état qui est composé de plein de belles choses, de plaisir, etc. Et c'est aussi une quête. Je pense que le chemin de la vie nous a pour objectif d'aller vers ce bonheur. Et ça va passer par des étapes. Et je pense que le bonheur est différent en fonction des périodes de la vie, en fonction de là où on veut aller. Et voilà, je crois que c'est un peu une quête et une quête permanente. Et il évolue pour moi aussi, le bonheur. C'est-à-dire que ta définition du bonheur aujourd'hui est différente de celle il y a 15 ans en arrière ? Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être que j'avais pas le même besoin ni la même sensation du bonheur. Maintenant, voilà, j'aspire plus à quelque chose de... D'abord, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose de doux. C'est un état de sérénité, c'est un état de paix avant tout, et qui passe pas par plein de superflus, qui passe vraiment par, je pense, quelque chose de très intérieur, de très personnel. C'est quoi ? C'est une forme de spiritualité ou Je pense que ça va avec la spiritualité, ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est un chemin, le bonheur, ça se travaille, ça se découvre. Il y a des moments où on croit, on sait même pas qu'on est heureux alors qu'on peut l'être, ou alors on l'est pas et on peut y arriver. Donc c'est un petit peu ça, je pense, le bonheur. Puis pour moi, c'est un état où on est tout simplement bien, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un objectif, comme tu le disais, c'est un chemin. C'est un chemin, ouais. D'accord. Donc c'est le chemin qui est le plus important au final. Le chemin est important vers un objectif. C'est un peu les deux, mais l'objectif, c'est le bonheur, mais le bonheur, c'est très vaste. Et puis, je pense qu'il évolue. Je vois pas à un moment, ça y est, j'atteins le bonheur, ça s'arrête. Ouais. C'est un changement, c'est vraiment une quête, je pense. Ça vient avec des remises en question perpétuelles, alors j'imagine. Oui, bien sûr. C'est ça, ouais. Bien sûr, la vie, je crois que c'est des remises en question, c'est des apprentissages, c'est de l'évolution, c'est de la transformation, et qui nous emmène vers des états de bonheur. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne quand même ton parcours et ce qui t'amène aujourd'hui à avoir cette définition du bonheur ? Alors, je suis médecin, je m'appelle Christine Janin. Je suis médecin. J'ai eu la chance pendant un certain nombre d'années de toucher du doigt des hauts sommets, puisque j'étais en 81 la première française à plus de 8000 mètres au Gasherbrum 2,
au Pakistan. Après, j'ai enchaîné, j'ai fait le Leiden Peak, après le Makalu 2, le Barunse, etc. pour aboutir en 90, le 5 octobre, donc il y a 26 ans, sur le toit du monde. Mais je ne savais pas, en allant là-haut, je ne suis pas allée chercher le bonheur. Je suis allée chercher, quelque part une expérience sportive, une expérience de challenge, une expérience extraordinaire et qui m'a obligée à redescendre et qui m'a obligée justement à partir de là à réfléchir, à le transformer et ça a changé ma vie de toute façon et ça m'a obligée à une forme de spiritualité, j'allais dire, et à maintenant prendre plus conscience du bonheur, d'où je veux aller, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas et ce qui me fait du bien. Ça a été un voyage initiatique ? Sûrement. Ah ouais. Et qui me permet en plus un outil de travail maintenant dans mon association. Je me sers beaucoup de l'Everest parce que la maladie c'est un Everest et qu'après il faut vivre avec, on peut plus être comme avant et que par contre ça nous emmène vers un chemin justement qui nous ouvre des portes et qui nous ouvre une voie d'acceptation, de transformation pour justement prendre conscience que le plus important c'est le bonheur, enfin c'est soi déjà et soi bien, donc c'est un peu un état de bonheur quoi. J'imagine que pour se lancer comme ça dans des défis sportifs, il faut avoir quand même un fond de départ. Et pour moi, ce fond de départ, c'est le mental. J'imagine quand même que tu avais déjà ce mental avant de te lancer dans le genre de challenge, quoi. Oui, j'avais un mental de compétitive, j'avais un mental de... Je suis bretonne, hein. Ouais. Ah ok. Je suis un peu têtue, j'avais le physique, j'avais la motivation, l'expérience qui s'est fait juste... voilà. Et puis je crois que dans ma vie, j'ai toujours osé les défis, parce que j'en avais pas peur et que je me sentais toujours libre d'y aller et de savoir arrêter. Donc même au fin fond de Pakistan à 24 ans, ça me posait pas de problème. Voilà, j'aimais ça, j'y étais bien. En plus, j'avais cette capacité à monter en altitude et pour moi, ces voyages, c'était à la fois, c'était sortir des sentiers battus, avoir un objectif différent qu'aller uniquement se promener, découvrir et jouer aux touristes. Et en plus, ça me permettait d'aller dans des endroits, découvrir des populations loin, où en tant que médecin, même si j'étais encore étudiante, on peut toujours aider. Et c'est vrai que ce métier m'a tout permis. M'a permis de partir comme médecin la première fois, m'a permis de réussir parce que j'avais un métier, que j'étais libre d'échouer, donc j'étais libre aussi de ma vie, d'y aller, de pas y aller, m'a permis de comprendre mon corps aussi et m'a permis de le transformer. Donc c'est vrai que la médecine m'a donné cette liberté et qu'en même temps ces rencontres, la vie c'est des rencontres. J'ai jamais voulu ma vie, je l'ai par contre acceptée, j'ai tout pris. Et je suis curieuse des autres, je suis curieuse de... La vie, c'est des partages qui t'enrichissent, qui te font apprendre et qui t'obligent à... Et c'est vrai que je suis plus la même que celle qui a fait l'Everest et j'en suis très heureuse. Elle était fatigante, celle de l'Everest. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord. Ah oui, à ce point-là, quoi. C'est vraiment deux personnes différentes. Oui, je pense. Et je pense que ça m'a permis de quitter... à une époque, j'étais vraiment dans le challenge, dans le combat personnel, pas contre. J'avais besoin de me prouver des choses, de prouver, d'être tout le temps. Et je crois que maintenant, j'accepte de pouvoir être bien sans être obligée de courir, grimper, etc. Même si mon corps a besoin de ça. Il a besoin de grand air, mais j'ai plus besoin de la même chose. Et heureusement, parce que il est un peu plus usé, on va dire. Ouais, t'as plus besoin de te prouver des choses. Non. Ouais. Et je suis fière de pas avoir à me le prouver en plus. Je peux partir en voyage sans même dire ce que j'ai fait et j'aime bien. Parce que moi j'ai vraiment le sentiment en t'écoutant que ça a été un dépassement de soi physique, ça c'est sûr. T'es sorti très clairement de ta zone de confort, mais au-delà de ça je crois que ça a été un vrai voyage intérieur, quoi. Bien sûr. Ah ouais. Je crois qu'on va pas à l'Everest par hasard. Bah non. Je suis d'une famille de 5 enfants, 4 frères en 5 ans, dont un frère jumeau.
Et je crois avec un père qui était dans le devoir, voilà, très autoritaire, assez autoritaire en tous les cas, et qui n'était pas dans la douceur, ni le partage, ni l'amour, même s'il me l'a donné à sa façon. Hein. Je n'ai pas été malheureuse. Mais je crois que je suis montée là-haut aussi pour exister, pour être aimée, on me regarde, on me voit, mais bien sûr mon entourage, hein, pas les autres. Et en redescendant, j'ai compris que j'avais peut-être pas besoin de monter là-haut pour être aimée. Et ça m'a obligée après à transformer et aller à la rencontre des autres. Il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait arrêter le monde de l'extrême, sinon j'allais y rester. Et à ce moment-là, j'étais prête à partager, mais avec un outil qui était exceptionnel, qui était justement cette image d'Everest que j'ai pu offrir à d'autres pour leur permettre de comprendre que la maladie, c'est un Everest, que ça a demandé des ressources incroyables, que ça n'arrive pas par hasard et que ça peut rendre plus fort et que ça peut emmener vers un ailleurs qui peut être... la vie, elle vous emmène vivre des expériences, que ce soit un Everest, un cancer ou autre chose. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Comment je le vis ? Comment je le transforme ? Comment ça me rend plus fort ? Et surtout, ça me fait prendre conscience de ce que je veux, de ce que je veux plus, des autres, de moi. Est-ce que je m'aime, est-ce que je m'aime pas ? Pour justement aller vers ce bonheur. Ouais, quels sont mes besoins ? Quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes, quelles sont mes peurs aussi, et qu'est-ce que je veux plus ? Et justement pour m'alléger de tout ce qu'on se porte comme fardeau qui sert à rien, et s'autoriser à dire non, et s'autoriser une certaine liberté, parce que je pense que le bonheur va avec la liberté. On ne peut pas être dans le bonheur si on n'est pas libre. Et la liberté de sa vie, la liberté de ses choix, et qui dit liberté dit la paix aussi avec, quoi. C'est clair, hein. Liberté intellectuelle aussi. Bien sûr, liberté de penser, de ne pas aimer, d'aimer, c'est clair. De vivre sa vie comme on en a envie, mais pas par rapport aux autres, par rapport à soi. Et on est tout le temps on est vite dans des stéréotypes où on n'a pas le droit de faire ça parce que les autres ne vont pas m'aimer, ou les autres me regardent, ou les autres ne font pas. Et je pense que le bonheur, c'est de s'écouter soi, ses besoins. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait rayonner à l'intérieur, et qu'est-ce qui me fait plaisir ? C'est clair, ouais. Donc du coup, t'accompagnes, c'est des femmes, hein, essentiellement. Alors j'ai eu pendant 22 ans, et j'ai toujours des enfants atteints de cancer, et maintenant aussi des femmes atteintes de cancer du sein, avec la double problématique du cancer et du sein. Ouais. Parce qu'il y a tout ce qui touche à la féminité, la sexualité, et toutes les peurs. Et c'est vrai que quand ils arrivent ici, ils sont épuisés, ils ont des peurs, et on leur permet de prendre conscience de leur chemin, de ce qui leur arrive, mais qui peut être beau, malgré la difficulté, les douleurs et tout, et qui peut les emmener vers autre chose qu'ils n'auraient pas imaginé, mais qui peut être presque mieux. Et j'ai beaucoup, même des enfants, de femmes qui me disent merci la maladie. Et ça, c'est exceptionnel parce que ils vont aller vers un chemin de bonheur. Ouais, c'est une question de regard. C'est une question de regard, de s'écouter, de s'autoriser à dire non, ou aller là où on a envie, et à se respecter beaucoup. Beaucoup de femmes ne pensent pas à elles, s'occupent de tous les autres et tout, et c'est leur redonner une place aussi. C'est aussi peut-être être confronté aux limites qu'on se donne, parce que finalement les seules limites qu'on peut avoir dans nos vies, c'est celles qu'on s'impose, quoi. Bien sûr, et moi le nom aussi, quand je l'ai fait grimper, non mais je vais pas y arriver, j'ai peur. Je lui dis, tu vas voir si tu as peur. Elles y arrivent toutes. Donc on se met des limites tout le temps de peur, on croit on fait des suppositions, on croit on a des peurs, le regard des autres, mais on s'écoute pas. Moi j'ai envie d'un truc, j'y vais. Hein. Il y a une femme, c'est exceptionnel, elle s'appelle Sylvie. Elle me dit, mais moi je disais non à tout. Elle est partie d'ici, elle signe oui vie.
Tout d'un coup, j'ai dit, mais tu as dit oui à tout. Et après, voilà, il faut sentir. Les peurs, c'est les habitudes, etc. Je veux surtout rien changer. L'intuition, c'est le cœur. Donc, c'est écouter son cœur, quoi. Il y a aussi une grosse forme de conditionnement. On est très conditionné dans notre société culturelle, religieuse, médiatique, l'agroalimentaire, la pharmacopée. Enfin, on est ultra conditionné, quoi. Je crois que l'une des difficultés, peu importe qu'on soit atteint d'une maladie ou non, c'est de sortir justement de ce conditionnement et de poser un regard nouveau, en réalité, sur les choses, quoi. Et puis de s'autoriser à écouter ses besoins, à écouter là où ça résonne et à sortir justement de ces conditionnements et du regard des autres, parce qu'on est conditionné par les autres. Ah ouais, très clairement. On s'interdit plein de choses parce que les autres vont penser parce que j'ai pas le droit, parce que mon éducation, machin. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir toujours eu le droit de faire ce que je voulais sans avoir fait n'importe quoi. Quand je suis partie à 8000, j'avais 23 ans, donc quand j'ai dit à mes parents je pars à 8000, j'aurais pas demandé l'autorisation et ils m'ont pas dit non plus. De toute façon, ils savaient qu'ils pouvaient pas me le dire non, parce que sinon j'y serais allée encore plus. Je crois que tu étais déterminée, oui. Oui, mais j'ai jamais fait, du coup, je me suis jamais trompée de chemin. Tous mes sommets, je les ai faits. L'association, ça s'est fait par intuition. J'ai jamais eu envie de faire une association. Après, je dis pas que ça a été simple. Je dis pas que je me suis pas trompée. Je dis pas que j'ai pas cherché. Mais j'ai senti là où je voulais aller. Je le visionnais, je le visualisais, mais après, il a fallu trouver le chemin. Ouais, moi, je crois que tu étais en contact avec ton intuition. Enfin, je suis assez intuitive. Je suis poisson. Hein. Ah ouais, poisson un peu intuitif. Et je l'écoute, par contre. Maintenant, C'est la grande difficulté de beaucoup. Hein. C'est de pas écouter cette toute petite première voix qui arrive là. Les rares fois, je l'ai pas écouté, je le savais. J'y avais pensé. Je me l'étais dit et je l'ai pas écouté. Et ouais. Je me demande d'ailleurs, tu vois, si ça se développe encore pas plus quand on est en montagne comme ça. Tu dois être en permanence à l'écoute de ton intuition et parce que la montagne, c'est quand même un... L'Everest, je l'ai réussi pour 3 choses. D'abord, j'étais libre d'échouer. Je mettais aucun objectif là-haut parce que je m'étais dit, si j'y vais, tant mieux, c'est cadeau. Si j'y vais pas, c'est pas grave, ma vie. Puis je n'avais pas mis du tout un objectif obligatoire, déjà. Après, il y a eu un moment, j'ai senti que j'avais les bronches brûlées et tout, qu'il fallait que j'aille me reposer. Je suis descendue, mais par intuition, plus bas. Je suis allée me reposer un jour ou deux. On respire un peu mieux. Je me suis reposée. Je suis sortie de l'équipe. Et la 3e chose, c'est quand on est arrivé à 8000, c'était 9h du matin. La météo était stable, tout, on allait bien. J'étais avec Pascal Tournaire, le photographe de l'Expé. On s'est dit, on continue. Parce que le chef de l'Expé voulait dormir là-haut et Pascal devait l'accompagner, faire des photos. Je dis, je vais avec toi. Et on n'a pas réfléchi. Alors qu'on est arrivé à 5h du soir là-haut, ce qui est complètement déraisonnable. Les gens arrivent à midi, on redescend. On est redescendu de nuit et on a gagné ce jour-là. C'était un soir de pleine lune. La météo était stable, on était bien. J'étais sublimée. Et du coup, j'ai senti ce moment où ça monte, c'est juste, c'est le bon moment. Et je crois que dans la vie, j'ai compris maintenant, et c'est pour ça que ça m'a enlevé plein de peur, c'est que dans la vie, quand ça doit se faire, que c'est juste, que ça doit se faire, ça se fait. Et donc, quand tu écoutes ton truc et que tu sais que c'est ça qu'il faut faire, après, moi, je crois qu'on a des anges, j'aime bien dire, qui nous guident et qui vont nous aider et qui vont nous... Et ça, plus ça va maintenant, plus je le vois, plus je le sens, plus je suis ouverte à ça et du coup, ça donne une puissance incroyable parce que tu sais que tu vas le faire, que ça va venir. Donc après, il faut une question de patience. J'étais un peu speed et j'avais envie des choses. Voilà. Et du coup, le temps te permet aussi de mettre des choses en place qui vont t'emmener là où tu dois aller. Donc là, les choses se mettent en place, tac, tac, tac. Et puis après, les choses... Ok, merci. Et ça, c'est puissant. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, il y a un phénomène qui tourne autour de ça. On appelle ça la loi de l'attraction. Oui. Ouais. C'est quand tu es dans ces mécanismes-là, effectivement, tout vient sur ton chemin, tout est fluide. Moi, j'ai des moments où j'ai vraiment vécu ça. Je cognais, ça passait pas. Donc, je me dis, attends, faut peut-être changer, il faut apprendre d'autres choses. S'il faut pas aller par là, il faut changer un peu des choses.
Et puis après, quand les choses étaient en place, tout se déroule et se met en place presque mais de manière automatique et C'est clair. dans la simplicité et l'évidence en plus. C'est ce que tu leur dis aux personnes qui viennent Oui. ici? Ouais. Donc ça va au-delà de... Enfin, c'est aussi une espèce de petite quête, enfin pas une quête, mais un voyage initiatique ici. Bien sûr. Ouais, on est d'accord. Ouais, C'est pas qu'un séjour à la montagne. ouais, c'est bien plus que Que ça. ça soit dans les massages, c'est pas des massages papous, c'est des massages médecine chinoise qui vont aller secouer un petit peu l'intérieur. Et après, il y a du qigong, du yoga, voilà, avec tout ce... et on fait de la méditation, ce qui permet aussi à un moment de se poser, d'arrêter de penser. Et puis après, il y a tout cette symbolique d'Everest, du possible, d'aller là où on ressent. Puis on a des intervenants aussi. On avait un coach, Fabien Deloche, qui a travaillé sur l'estime de soi, sur la confiance, sur la communication non violente, comment avancer et aller là où on doit aller, et surtout la manière de le dire, d'être à l'écoute justement de ses besoins et de... Mais moi qui étais vraiment, j'avais mon cœur à fond, on va pas aller Everest par hasard, qui était très machin et tout, je suis vraiment heureuse de ce chemin, et l'association m'a obligée et m'a permis ça. Si moi j'avais pas changé, si j'avais pas essayé pas de changer parce que je suis la même, mais de transformer, d'apprendre, d'être en paix, j'aurais été trop speed et du coup, toutes les choses que je propose ici, c'est des choses que j'ai fait moi, pour moi, aller bien. Pas pour des gens malades, c'est juste un chemin pour redescendre d'un Everest et pas être tout le temps dans le challenge, pas être tout le temps dans la compétition ou dans le... Voilà, être dans une certaine sérénité qui permet d'aboutir au bonheur. C'est une vraie école de la vie. Ouais. C'est jamais fini, c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que je dis que le bonheur, c'est un état. Parce qu'on peut toujours avancer vers d'autres états, d'autres besoins, parce qu'il y a un moment, on a besoin un peu plus de ça. Mais après, comme on a mis des choses en place, on avance, on apprend, on avance sur d'autres choses. Et ça qui est bien, parce que sinon, une fois qu'on l'a atteint, on fait quoi? C'est comme quand on est au sommet de l'Everest, qu'est-ce que vous en faites de ça? Si vous avez atteint le bonheur et que tout d'un coup vous dites je suis le bonheur, quelque part, je sais pas, moi ça m'empêcherait de... Moi j'aime bien être en quête tout le temps et d'aller chercher toujours mieux ou des choses... des belles rencontres simples, d'apprentissage, C'est pour ça que le bonheur, pour moi, c'est à la fois un chemin, une quête, un état, mais qui est évolutif, qui peut toujours être encore mieux, mais qui peut être plus simple aussi. Hein. Ça ne veut pas dire plus compliqué. Ouais, bien sûr, ouais. Certains définissent le bonheur tout simplement par la simplicité. Aussi, bien sûr. Il y en a beaucoup aussi qui parlent de liberté, comme tu le disais. Et puis je crois que le bonheur, c'est une prise de conscience, parce que des fois on l'a, mais on ne le sait même pas. Ah bah oui. Donc la base, c'est déjà d'en avoir la conscience, dire mais tiens, aujourd'hui... je crois que c'est un sentiment aussi de... moi, je suis quelqu'un de très difficile, donc avant de pouvoir dire je suis heureuse et tout, je commence à pouvoir le dire, mais je l'étais pas pleinement, malgré ma vie qui est pas plus riche. On peut toujours plus riche, mais qui était plutôt belle et plutôt... Mais je crois que j'avais encore des besoins personnels et quelques blessures perso à transformer. Et c'est vrai que les moments où ça m'est arrivé 2-3 fois où tout d'un coup, là, t'as waouh, espèce de flamme intérieure, c'est comme un gros... espèce ouais, c'est un sentiment, mais de plus que de la plénitude, c'était rempli. Enfin, Ça frôle la perfection. C'est pas une question de perfection, c'est un sentiment intérieur
de plénitude, mais en même temps de waouh, quoi, ça, Ouais. sentiment d'une flamme intérieure, de quelque chose, mais qui est puissant, quoi. Ah oui, ça t'est arrivé plusieurs fois? Ça m'est arrivé, ouais, sur des moments. Alors, ça s'accorde avec certains plaisirs, voilà, mais où là, tout d'un coup, tu dis waouh, c'est là, c'est pas mal, quoi. Toi qui voyages beaucoup, quel est ton regard sur notre planète? Est-ce que tu as le sentiment, par exemple, qu'il y a une grosse prise de conscience qui est en train de se faire à l'échelle globale? Moi, je te dis, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Alors, peut-être que mon regard, il est un peu biaisé, pas totalement objectif, parce que je suis souvent en contact avec des gens qui se bougent pour essayer de faire changer les choses. Mais je sais pas, j'ai vraiment le sentiment qu'on est comme à un tournant, comme si on avait switché. Alors, moi, il y a les deux. C'est-à-dire que chez nous, il y a un tournant. Je vois que quand on parle de yoga, de méditation, pratiquement maintenant tout le monde en fait ou en a entendu parler. Ça choque plus. À une époque, il fume un peu, il est Ouais, baba c'est cool ça. et tout. Donc maintenant, il y a une prise de conscience de ça, de l'écologie, du bio, de la nourriture, du bonheur, justement. Mais je pense plus dans nos civilisations à nous, et à côté, il y a l'opposé. C'est-à-dire que là, on est en train de monter en spiritualité dans certains endroits, et de l'autre côté, vous avez des Daesh, vous avez la Syrie, vous avez des trucs horribles. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté où ça va monter, et de l'autre côté, ça va être de pire en pire, quoi. Ce qu'on a vécu, là, les attentats, les trucs et tout, c'est monstrueux, quoi. Et j'ai l'impression que, voilà, et d'un côté, les gens voyant ça vont être plus portés vers de l'échange, vers du partage et tout, des forces, et en même temps, il y a des trucs monstrueux en parallèle qui se développent et qui font peur quand même. D'accord. Est-ce que Et je pense que quand on voit encore la Syrie, le machin, tout, enfin, toutes ces guerres qui reposent sur parce que pour sans les citer, mais un chef d'État va décider d'envoyer des bombes et tout parce qu'il a envie. Et on retrouve les guerres de religion, on retrouve les guerres de machin qu'on a vécues, qu'on pensait pouvoir... voilà. Et en même temps, il y a un développement partout de spiritualité et tout. C'est assez... moi, ça me perturbe un peu ça. Voilà. D'accord, ok. T'as pas ce sentiment que les choses s'équilibrent, mais qu'il y a un gros fossé qui est en train de se creuser, quoi, en gros. Ah, c'est le bon et le mauvais, quoi. C'est c'est l'enfer, le paradis, mais c'est un peu... Il y a un truc assez grave là qui est en train de se passer quand même. Alors heureusement ça monte un peu en amour et tout, mais en même temps, les autres sont vraiment violents, quoi. Et parce que ça, je pense que ça les dérange aussi. Oui, automatiquement, c'est clair. Hein. Et je sais pas, justement, dans ce sens-là, moi, je vois vraiment des milliers de personnes qui se mobilisent, chacun à son niveau, comme toi tu le fais avec ton activité, comme moi je le fais aussi avec mon activité, mais il y en a plein. Et je pense que ça, c'est pas assez mis en avant. Il suffit d'allumer ta télé, hein. Tu allumes ta télé, c'est que des informations négatives, tu allumes ton poste radio, c'est que des infos négatives. Est-ce qu'on n'est pas un peu conditionné aussi, tu vois, par ça? Mais il y a justement maintenant des émissions sur le bonheur, des émissions sur la rencontre, que ce soit en terre incognita, il y a des trucs un peu comme ça, sur un peu plus... il y a des choses quand même qu'on commence à voir, mais pas sur les infos, c'est vrai. Ils n'aiment pas bien. Tu regardes encore la télé? Mais j'ai pas le temps. Oui. Puis je l'ai planqué en bas de chez moi, donc comme ça, j'y vais pas beaucoup. Mais des fois, c'est vraiment quand je suis fatiguée, je zappe, mais c'est catastrophe, oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ça fait pas que du bien. J'ai l'impression, si on l'a pas vu pendant 15 jours, on revient, c'est toujours la même chose. Non, moi, ce qui m'affole, c'est qu'on est capable d'absorber des horreurs et qu'en même temps, on en fait quoi. Ouais. À un moment, Daesh, on a la Syrie, on se dit, mais comment on peut arrêter tous ces bombardements, tous ces trucs, et on est impuissant par rapport à ça.
Et ça fait... moi, je veux dire, il y a des fois quand j'entends les trucs à la ville de la Syrie là, qui sont en train de détruire... j'ai un trou. Ouais. J'en peux plus, quoi. Ça me rend... j'ai l'impression d'être là, enfin d'être... et puis d'y aller, de toute façon, je peux pas et je peux rien faire. Donc, il y a, voilà, pas très loin d'ici, des gens qui se font bombarder tout le temps. C'est comme avec la guerre de Yougoslavie. Tout ça, je trouve que c'est... Ouais, tu te sens impuissante, quoi. Impuissante, lâche, voilà. Ouais. Ça me renvoie à notre... quand on voit tous ces réfugiés, mais c'est horrible, je veux dire, on fait rien, nous, qu'est-ce que je veux que je fasse, je peux pas tous les inviter. Enfin, il y a un moment, un état d'impuissance, on voit ces gens à la rue, tout, et on n'est pas capable de les aider, on sait pas quoi faire, ça m'enlève un peu de bonheur, ouais. Parce que on se sent lâche, on se sent incompétent, on n'est pas capable, et puis en même temps, oui, comment faire, et en même temps, est-ce qu'on est prêts tous à partager, à se dire, tiens, moi j'en invite 10 chez moi, je le fais pas, et alors que je pourrais, voilà, ça me renvoie une espèce d'égoïsme aussi, alors bon. Parce que tu crois pas que c'est pas voulu? Hein? Tu crois pas que c'est pas voulu? Que quoi qu'il soit pas voulu? Les informations qui nous passent à la télé sont clairement choisies. Imagine, toi, demain, tu es directeur de TF1. Tu passerais des infos comme ça? Moi, je passerais toutes les choses qu'on peut faire et qui peut les aider et qui seraient utiles, c'est clair. On est d'accord. Oui, parce qu'il y a heureusement des gens qui aident. Il y a des... moi, j'ai une amie qui est allée à Calais, elle est revenue épuisée. Il y a plein de belles choses qui se font justement pour donner envie aux autres de faire. Complètement, ouais. Donc à partir de là, je me dis que c'est sûrement voulu. Parce que ton discours, on le retrouve dans 90% de la population, on se sent impuissant, tout le monde se sent impuissant. Tu vois? Et c'est quoi l'idée? Ça mène à quoi? Parce qu'ils aiment, ça fait de l'audimat de montrer des choses horribles et de montrer misérabilisme plutôt que de montrer des belles choses qui en renverraient clairement, oui. Aux autres. Toi, tu fais rien et lui, il fait quelque chose. C'est ça. Je sais pas, j'extrapole, mais j'avoue que ça me met mal à l'aise, ouais. Je suis triste de ça, pas en colère parce qu'en même temps, mais triste un peu de ces gens, quoi, et ces gamins qui sont dans les camps, c'est tout ça parce qu'ils fuient une guerre quand même, alors qu'on les traite comme des et puis en même temps, comme ils sont de la religion de gens qui nous bombardent ou qui nous mettent des bombes, on mélange un peu tout le monde, alors que là c'est des gens, des civils, quoi. Tu me disais en off que tu avais un projet au Népal de maison. J'ai, suite au tremblement de terre, c'est évident que je pouvais pas ne rien faire, là par contre. Puis j'ai eu un Népalais ici qui s'appelle Bikram pendant 2 ans, qui était retourné tout juste au Népal. Et quand il est revenu là-bas, il avait passé 2 ans ici à aider les femmes, les enfants, à être dans l'équipe. Et tout le monde donc m'a demandé il est où, et donc déjà on l'a retrouvé. Et il m'a envoyé une photo désespérée, mais complètement plus que triste, désespérée, sous une tente. Et puis je lui ai demandé, mais tu as besoin de quoi? Et ils avaient besoin de tente à ce moment-là. J'ai envoyé un message, j'ai réussi, grâce à SOS Latitude, à avoir plein de tentes que j'ai fait partir tout de suite. Et puis après, j'ai eu 3 tonnes de matériel à envoyer. Et là, dès qu'il y a des gens qui partent au Népal, j'en mets des kilos à partir là-bas. Et puis, grâce à des partenaires, envoyé spécial qui m'a permis de faire un petit tournage d'une carte blanche de ce qui se passait là-bas, on a pu commencer à aider à reconstruire. On a parrainé une 20aine déjà d'enfants, on peut en faire plus. On a reconstruit une 40aine de maisons, des grosses maisons. Chaque maison, c'est 4 000 €.
et je peux en faire encore un peu. Donc voilà, mais ça prend un peu du temps et je laisse travailler un peu les locaux. Donc j'y vais de temps en temps, 2 fois par an. J'amène dans mes poches plein de sous et je leur donne. Parce que sinon, ça va passer détourné par l'État. Ah ouais. Mais là aussi, c'est chouette parce que bon, on a déjà amené 150 000 € là-bas. Mais en même temps, quand je vois toutes les maisons, on est désespéré. Pourquoi aider cela, pas cela? Enfin, Ouais. Ben voilà, en tout cas, une belle action. bah, c'était une action pareille qui me paraissait dans l'évidence. L'Everest, ça a changé ma vie. C'est un pays que j'aime, c'est des gens que j'aime, qui sont pareils dans tellement l'acceptation, leur karma et qui se plaignent jamais alors qu'ils sont sous une bâche. Si on peut aider, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est clair, hein. Et puis j'ai surtout un lien là-bas. C'est Bikram, donc on l'a appelé Bikram Solidarité Népal, qui est le lien qui suit les projets. J'ai maintenant des gens qui sont des guides, qui suivent les constructions, voilà, parce que c'est aussi la meilleure façon de les aider, c'est aussi d'y retourner, d'amener des gens. Donc tous les copains, allez hop, partez au Népal. En plus, je leur donne des sacs. Et oui, c'est des petites choses, mais c'est vrai que chaque fois, c'est chouette parce que c'est vrai que quand j'y vais, il y a quelques familles, tout, je sais qu'on peut vraiment leur changer leur vie. Ouais. Moi, j'ai un ami, il vit avec femme et enfant dans la moitié de cette pièce. Sur un lit, il y a les parents, le couple, les parents, les enfants. La petite cuisine, elle est dans le coin là-bas par terre. Voilà, et ils sont heureux comme ça, ils se plaignent pas. Donc, si on peut les aider à avoir une scolarité, parce que sinon, limite, ils n'ont même pas de quoi emmener les enfants à l'école. Et ça peut faire vraiment changer le cours de la vie de familles, d'enfants qui prendront le relais après aussi. Ouais, c'est évident. Donc je crois que ça passe aussi les aider par l'éducation des enfants. Tout part de là. Tout part de l'éducation. Ouais. Bah oui. Ouais. Ouais, c'est clair. Hein. D'ailleurs, c'est une très bonne transition. Tu le sais, nous, on est en train de créer une école, c'est une école de la vie, qui est une école qui est plutôt tournée sur des courants alternatifs. Comme je viens de te le dire, moi je pense que tout part de l'éducation. Si on veut que notre planète change et qu'il y ait peut-être plus de bon sens à tout point de vue, faut qu'on change notre mode d'éducation, quoi. Donc j'ai l'impression que tu partages aussi ce point de vue. C'est évident. Ouais. C'est évident et redonner le goût à l'effort, redonner le goût à voilà, pas être obligé d'aller à l'école, mais en savoir que derrière c'est aussi la liberté, c'est plein que la notion de l'effort. Je me souviens une fois, j'avais dit oui, ici je propose à un enfant d'aller vers leur sommet. Ah mais où est-ce qu'ils ont le choix? J'ai dit mais s'ils savent pas ce que c'est, le bonheur que c'est d'arriver. Si on leur donne pas le goût d'avoir envie d'essayer, d'aller au plus haut, pourquoi se limiter toujours à quelque chose de moyen? Non, je trouve que autant après, chacun va aller là où il peut aller, là où il a envie, là où il doit aller. On n'est pas obligé d'aller au plus haut, mais au moins lui donner les moyens de s'élever. Non, on peut toujours se contenter de non, on reste là, surtout bouge pas et je trouve de donner la notion de l'effort, de réussir. Si le gamin il est capable, pourquoi pas lui proposer d'y aller? Évidemment. Et puis on peut le faire par plaisir, on peut lui donner envie d'y aller, puis le gamin il est fier parce que justement ici moi je leur fais faire des trucs qui ne sont pas des trucs d'enfants malades, où ils vont se dépasser. Il y a des gamins qui font 800 mètres de dénivelé alors qu'ils ont eu de la chimio, des cancers, qu'ils ont 8 ans. C'est génial. Et personne ne leur dit qu'ils sont capables. Et là, le gamin, vous verriez à quel point ils ont envie d'y aller. Et ils sont fiers. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient chercher. C'est clair. Et il est fier de lui. Et moi, les ados, là, je les emmène dans des courses en montagne, dans des trucs engagés. Les femmes, je les fais grimper. Non, je ne veux pas y arriver. Et puis quand elles veulent faire demi-tour, je dis non, tu vas voir, on va y arriver. Je vais à côté, je l'aide à passer le pas. Mais oui, c'est ce pas qui fait que on réussit. Ouais, complètement. Ouais. Et ça change tout. Parce que d'un coup, ils sont fiers, d'un coup, ils ont réussi. Tout d'un coup, je suis pas qu'un enfant malade ou une femme malade ou un enfant. Et je suis fière de moi. Et quand on est fier,
Ça On va change mieux, beaucoup de ça choses. change tout. Ouais. On a la banane. C'est clair. Ouais. T'aimes bien les citations? Oui, mais comme j'ai pas de mémoire, je ne suis pas capable de t'en sortir une seule. Il n'y en a pas une que tu aimes bien? Ah si, il y en a plein, mais j'ai pas de mémoire, donc D'accord. je vais forcément la louper. Ok. Alors, si tu avais un dernier message, ça serait quoi? J'en ai même plusieurs. C'est d'abord, je pense qu'il faut oser sa vie. Il faut... tout est possible. L'Everest est possible. Et puis après, ça passe par l'amour. Avec un grand A. Merci Christine. Merci, namasté. Namasté. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»